Merci. Alors, droit au travail et droit du travail en détention. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Étienne Noël, le pionnier, celui qui nous a montré la voie sur la saisine des juridictions administratives. Je lisais une citation, je crois qu'elle est d'Étienne: « Un avocat efficace sera toujours un avocat révolté ». Je laisse la parole à l'avocat révolté. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment répondre après ce qui vient d'être dit, mais bon, ça me paraît un peu exagéré, mais on va essayer quand même d'être un tout petit peu à la hauteur, sachant que j'ai un quart d'heure, donc ça risque d'être assez bref. On m'a demandé de parler du droit du travail en détention. Alors, c'est vrai que je pourrais m'arrêter là, parce qu'il n'y a pas de droit du travail en détention, c'est un peu le problème. C'est qu'il y a une sorte de droit qui règne en détention. Et pour une fois, je me suis acheté la revue Esprit, parce qu'elle parle des prisons. Et à l'intérieur, il y a un article qui est extrêmement bien fait de M. Delarue, qui est le premier contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et il y a un petit paragraphe qui l'intitule « Le lancinant problème du travail en prison ». Donc je pense que c'est exactement un peu ce thème qui va me permettre de cadrer les propos que je vais essayer de tenir devant vous. Alors, il y a à peu près en prison un quart des personnes qui travaillent. En gros, 25% des personnes, tout statut confondu, prévenus ou condamnés, travaillent dans les établissements pénitentiaires. Alors quand on dit en prison, c'est aussi bien en maison d'arrêt que dans l'établissement pour peine. Bon. Et moi, je suis assez d'accord avec M. Delarue quand dans son article, il dit qu'il travaille dans des conditions précaires pour des travaux sous-qualifiés. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien contrôleur général, donc je me permets de m'appuyer de manière un peu servile sur ce qu'il a écrit, et ça me paraît tout à fait exact. Les conditions précaires, c'est pas tout de le dire, mais il faut essayer, alors vous le savez certainement déjà, mais je vais essayer de le reprendre. Les travaux sont organisés sous 3 formes distinctes. De façon extrêmement majoritaire, les 25% des personnes détenues qui travaillent sont généralement employées comme auxiliaires, de façon majoritaire, qui sont classées en 3 catégories. On y reviendra lorsque je parlerai des rémunérations. Les auxiliaires, c'est ce qu'on appelle les services généraux, c'est toutes les personnes qui participent au fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, qui travaillent pour les nettoyages, pour distribuer le courrier, à la bibliothèque, parfois à la cuisine, etc. etc. Donc c'est effectivement vers ce genre de travaux que postule une grande partie des personnes incarcérées. Vous avez un deuxième type d'emploi qui suppose là également une relation duel entre l'administration pénitentiaire et la personne détenue. Donc vous avez clairement un employeur et un employé. C'est ce qu'on appelle la RIEP, la Régie industrielle des établissements pénitentiaires. Alors, ce sont des personnes qui travaillent dans des ateliers de production pour fabriquer des biens qui participent directement à l'activité de l'administration pénitentiaire. Par exemple, j'ai un de mes clients qui est détenu, qui purge une peine extrêmement longue à Clairvaux, qui est extrêmement heureux tous les jours de fabriquer des chaussures de surveillant. Vous avez également à Melun le service métallerie qui fabrique des armoires comme celles dans lesquelles nous mettons le plus d'objets possible pour éviter de sonner au portique des maisons d'arrêt. Et Dieu sait si c'est difficile d'éviter de sonner. Vous avez également l'imprimerie qui se trouve à Melun. Vous avez à Rennes les femmes incarcérées, je crois, fabriquent des vêtements aussi pour les surveillants. Enfin, ça, je ne suis pas sûr de moi. Bon, vous voyez, donc là, la régie industrielle, fabrication de biens, un emploi, si on peut appeler ça comme ça, direct que l'administration pénitentiaire propose aux personnes détenues. Et le troisième point, celui qui fait le plus polémique en ce moment, effectivement, c'est ce qu'on appelle le travail en concession, qui, paradoxalement, ne concerne qu'une faible partie des personnes détenues qui travaillent. Alors, le travail en concession, c'est une relation tripartite qui est établie entre une société qui donne du travail à l'intérieur de l'établissement, qui est le concessionnaire, le concédant, c'est l'administration pénitentiaire, et puis finalement, au bout du compte, vous avez une relation d'engagement qui est faite avec une troisième personne, qui est la personne détenue, qui exécute les travaux. Bon.
Ça, c'est le cadre. Alors, ce qui est intéressant de constater dans cette relation tripartite, c'est que les textes, d'une manière générale, définissent l'employeur comme étant non pas le concessionnaire, c'est-à-dire la société qui fournit du travail et qui a ses contremaîtres et ses machines en détention, mais l'administration pénitentiaire. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un problème fondamental qui n'est pas résolu pour le moment et qui empêche véritablement que le droit du travail s'installe en prison, puisque celui qui fournit du travail dans le système de concession, ce n'est pas l'employeur, mais le concessionnaire. Donc ça, c'est les trois types d'emplois spécifiques qui sont prévus en détention, sachant qu'au-dessus des personnes détenues plane la menace du déclassement. Quand vous êtes classé comme auxiliaire, vous n'avez qu'une trouille, c'est de perdre effectivement, c'est d'être déclassé et de ne plus percevoir ce que Jean-Marie Delarue dit, la maigre rémunération de votre travail. Bon. Et maigre, on y reviendra dessus, parce que nous, avocats, on a des moyens de lutter contre ça. Enfin, de compenser en tout cas. Et le déclassement, c'est une sanction disciplinaire. Ça ne peut pas être assimilé à un licenciement. Le déclassement, il intervient soit effectivement lorsque la personne est incompatible à son emploi, donc là on n'est pas dans le domaine disciplinaire, mais c'est également une sanction, et surtout une sanction disciplinaire qui est prononcée lorsqu'une faute disciplinaire est commise dans le cadre du travail. Bon, ça c'est. Alors je vous parlerai d'une espèce de perversion qui règne dans un établissement pénitentiaire proche de chez moi, si j'ai le temps, dans quelques minutes. Et donc, c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'imaginer Enfin, moi, en tout cas, qui vais en prison assez souvent et qui rencontre des personnes détenues qui travaillent plusieurs fois par semaine, ça m'est difficile pour moi d'assimiler le déclassement à un licenciement. Bon, alors, peut-être certains d'entre vous ne seront pas de mon avis, mais c'est vrai que cette décision qui a été rendue par le Conseil des prud'hommes de Versailles, je ne connais pas trop le sort qu'elle a pu avoir, mais c'est vrai que ça me paraît un peu difficile d'aller dans le sens de l'introduction du droit du travail en prison en considérant que la mise à pied, le déclassement soit assimilable à un licenciement. On a parlé de revenus maigres. Alors c'est justement là que je souhaiterais attirer votre attention sur des procédures qui existent et qui permettent effectivement d'obtenir la compensation entre ce que les personnes détenues perçoivent, qui est généralement extrêmement inférieur au texte, et puis ce que prévoit précisément le texte. Alors, le texte, c'est facile, c'est l'article D 432-1 du Code de procédure pénale qui définit de manière tout à fait précise les minimums de rémunération. J'y retourne. Lorsque vous travaillez en production, c'est-à-dire lorsque vous travaillez dans un atelier dans le cadre d'une concession, ou lorsque vous travaillez à la RIEP, vous êtes dans le cadre d'une activité de production et vous ne pouvez pas percevoir une rémunération, alors je ne parle pas de salaire exprès, une rémunération inférieure à 45% du SMIC. Lorsque vous êtes employé au service général, c'est-à-dire que vous êtes auxiliaire, selon que vous soyez en première classe, en deuxième classe ou en classe 3, vous ne pouvez percevoir une rémunération inférieure à 33% en classe 1, 25% en classe 2 et 20% en classe 3. Et ça, le constat que nous avons tiré, alors je ne suis pas le seul, enfin, à mon cabinet, on fait des recours de ce type-là depuis un peu plus de 3 ans, 3 ou peut-être même 4 ans. On a pris en compte des bulletins de paye que nous avaient remis des clients qui, ils étaient extrêmement nombreux à nous dire qu'ils étaient payés avec un lance-pierre. Donc on a vérifié. Alors sans même essayer de disséquer et de comprendre le système qui aboutissait à la paye, selon que la personne était payée à l'heure ou à la pièce, on avait un salaire qui était en bas à droite de la fiche de paye. On a simplement comparé ce qu'elle aurait dû percevoir si le texte avait été respecté. Or, je me souviens encore de cette personne-là, je ne me souviens plus dans quel établissement elle était, mais on s'est rendu compte que pour l'ensemble de la période considérée, je vous dirai laquelle elle est, on avait à récupérer devant le tribunal administratif une somme, je ne me souviens plus, je crois que c'était entre 5 000 et 6 000 euros. Donc ce sont des sommes qui sont parfois extrêmement importantes. Alors, il vient d'où ce texte? L'article D 432-1, c'est un texte qui provient d'un décret
du 23 décembre 2010 qui a été pris en application de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Ce texte, ce décret est entré en application au 1er janvier 2011. Donc ce qui veut dire que, et encore à l'heure actuelle, si la période d'emploi n'est pas interrompue depuis l'origine, ça nous permet de remonter vers des périodes de paye qui vont jusqu'au 1er janvier 2011. Et donc parfois, ça fait des sommes extrêmement importantes. Alors, on a essayé de faire ça. On a essayé le premier recours qu'on a fait, enfin nous, mais d'autres ont été faits avant, peut-être, enfin, je vous parle pour ce que je connais, en référé provision, c'est-à-dire c'est une mesure qui est théoriquement fait l'objet d'une réponse rapide du tribunal administratif compétent, qui statue si la demande présentée n'est pas sérieusement contestable. Or, on avait le sentiment que dans la mesure où on avait un bulletin de salaire qui présentait un salaire X et que le Code du travail nous donnait un salaire Y, on pouvait considérer qu'effectivement, il n'y avait pas de caractère sérieusement contestable, et on a eu raison, puisque l'administration pénitentiaire de son côté, et c'est le cas dans la quasi-totalité des recours que nous déposons actuellement, considère qu'effectivement, le texte n'est pas respecté et qu'à quelques euros près, on peut effectivement avoir droit à ce que le texte prévoit dès 432-1. Alors vous imaginez la joie des personnes détenues, enfin la joie c'est un peu naïf, mais je veux dire l'intérêt qu'ont les personnes détenues à ce que nous faisions ce type de procédure qui pour eux est un plus extrêmement important. Alors les questions de prescription, la prescription quadriennale, dès le moment où la personne est toujours détenue au moment où vous faites la requête, et toujours surtout employée dans l'emploi dans lequel elle était à l'origine, on considère que le délai de prescription n'a pas commencé à courir et donc vous pouvez remonter très très loin en arrière. Dans les autres cas, lorsque la personne n'est plus détenue ou est dans un autre établissement, il suffit de regarder à partir de la date du dernier bulletin de paye, le délai de prescription commence à courir le 1er janvier de l'année suivante. C'est la règle de la prescription quadriennale pour toute action que vous menez contre l'État. Et donc, véritablement, je pense que le rôle de l'avocat ici, vous savez, les choses, il faut les voir d'une manière extrêmement pragmatique. Vous avez des personnes qui font appel à vous pour une raison X ou Y, pour un problème précis. Et à partir du moment où vous les rencontrez, vous faites un audit général, puisque c'est notre rôle sur leur situation, au point de vue d'un aménagement de peine, d'une confusion à partir de la fiche pénale. Vous parlez de leur santé, parce que Dieu sait si souvent on a des choses à faire sur ce plan-là, mais également par rapport au travail. Alors, ce n'est pas la peine de partir dans des considérations éthérées sur la question du droit du travail, etc. Ce que eux, ils souhaitent, c'est d'avoir une rémunération qui soit conforme déjà à ce qu'ils font, mais surtout conforme au texte lorsqu'on leur met sous le nez, et très très souvent ils ne le connaissent pas. Et donc il y a vraiment un intérêt qui rend un service énorme à votre client et en même temps valorise le rôle de l'avocat, ça j'en suis absolument persuadé. Alors d'un point de vue un peu hypocrite aussi, on peut dire, mais vous savez, d'avoir une rémunération plus importante pour une personne incarcérée, ça ne peut que plaire au juge de l'application des peines, puisque ça permet d'augmenter les versements volontaires qu'ils peuvent faire par rapport à ces victimes, et puis vous aurez peut-être un effet plus par rapport aux remises de peine supplémentaires que vous aurez par la suite. Donc si vous voulez, il y a une irradiation, à mon avis, de ce genre, des effets bénéfiques de ce type de procédure, et je pense que ce n'est pas vain non plus d'en toucher deux mots au juge d'application des peines lorsque vous plaidez votre aménagement de peine, de dire qu'on fait ce qu'on peut, mais on pourrait faire beaucoup plus si l'administration pénitentiaire respectait le texte. Voilà. Et donc, on en a des recours. Alors, je pense qu'on est un certain nombre ici dans la salle à avoir des recours de ce type un peu partout en France. Et lorsque votre client a bourlingué de tôle en tôle, etc., d'établissement pénitentiaire en établissement pénitentiaire, vous faites des recours et vous déposez en fonction du tribunal administratif compétent pour l'établissement dans lequel il se trouvait. Alors ça, c'est une procédure qui est absolument fondamentale. Alors, je pense que j'ai épuisé mon quart d'heure, non ? Oui, mais on va vous laisser... Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose que prévoir un contrat de travail au sens classique du terme en détention, compte tenu de cette relation tripartite
s'agissant du travail en concession, moi personnellement, ça me paraît être une gageure. Par contre, rien n'empêche d'essayer de construire ex nihilo un contrat de travail qui soit sous l'égide du juge administratif, un contrat de travail de droit public. Alors je ne sais pas, je n'ai aucune idée sur la forme qu'il pourrait avoir, mais essayer de créer quelque chose qui soit beaucoup plus dense que le simple contrat d'engagement qui est prévu par l'article 33 de la loi pénitentiaire, qui prévoit en fait qu'un formulaire type, qui a été validé par le Conseil constitutionnel, certes, dans sa décision du 25 septembre 2015, mais par exemple, on pourrait se baser par exemple sur la notion d'usager occasionnel ou d'auxiliaire occasionnel du service public, ou essayer de créer quelque chose, mais qui soit véritablement distinct du droit du travail. Par contre, là où je pense qu'il y aurait quelque chose à faire de manière beaucoup plus précise, toujours sous l'égide du juge administratif, c'est la création d'un véritable contrat de travail pour toutes les hypothèses où la relation est duelle, c'est-à-dire où vous avez l'administration pénitentiaire qui embauche directement une personne, soit dans les services généraux, soit à l'ARIEP. Voilà, ça c'est une idée peut-être extrêmement floue là, que je vous livre comme ça, mais qui permettrait peut-être de faire avancer les choses et surtout de créer vraiment une véritable protection sociale. Moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps, enfin si, ça commence, mais un de mes clients qui s'était fait écraser la main par une presse chauffante à la maison d'arrêt de Rouen, qui avait comme seule ressource le travail qu'elle percevait de cet emploi, elle travaillait en reconcession, eh bien, elle n'a perçu aucune indemnité journalière parce que ce n'est pas prévu par les textes. Alors on fait des déclarations d'accident du travail, c'est une très bonne chose. Moyennant quoi, après, la protection s'arrête là. Et surtout après, quand vous voulez engager la responsabilité de l'employeur devant le tribunal correctionnel pour les blessures involontaires, etc., les textes ne prévoient que la mise en cause de l'employeur. Or, celui qui a mis la machine, et là en l'occurrence il s'agissait du concédant, il y avait une erreur manifeste, mais lui, il s'en est tiré avec une relaxe parce qu'il n'est pas l'employeur. Et mon confrère qui intervenait pour lui a eu au beau jeu, il a eu raison de ressortir les textes qui disent que l'employeur, c'est la pénitentiaire. Donc, entre-temps, mon client, je pense, est décédé, donc je n'ai pas pu faire l'action devant le tribunal administratif que j'aurais pu faire contre l'administration pénitentiaire. Mais vous voyez, on aboutit à des choses extrêmement compliquées sur le plan de la procédure qui seraient réglées si on avait vraiment des contrats de travail avec une protection sociale à la clé. Et des salaires à peu près décents.